Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 69, loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements ce matin? Oui, Monsieur le Président, M. Piconnet-Marquette est remplacé par Mme Garceau Robert Baldwin et M. Fortin-Pontiac par Mme Cadet-Bourassa-Sauvé. Merci beaucoup. Lors de l'ajournement de nos travaux, jeudi dernier, nous avions en fait complété l'étude de l'article 50, introduit par l'article 29. Par ailleurs, je vous rappelle que les articles 4 et 20 sont suspendus. Madame la ministre, je vous invite à faire la lecture de l'article 51, qui introduit donc l'article 29. On est comme rendu à cette place-là parce qu'on avait terminé les discussions là, sur l'article 50. Donc, l'article 51, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse pour mon retard de quelques minutes. Alors, on démarre les travaux. Donc, je commence par l'article 51. Alors, pour l'application du paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 49, la juste valeur des actifs pouvant faire partie de la base de tarification d'un distributeur de gaz naturel pour des projets d'extension de son réseau de distribution visant l'injection de gaz de source renouvelable ne comprend pas celle afférente aux postes d'injection et aux installations et équipements utiles à l'injection. De même, pour l'application de ce paragraphe, la Régie tient compte de la juste valeur des actifs visés au premier alinéa qu'elle estime prudemment acquis et utiles pour ses projets d'extension, jusqu'à concurrence pour chacun d'eux du moindre d'un montant résultant de l'application d'un taux ou d'un montant maximal qu'elle détermine sur proposition du distributeur concerné afin de permettre à ce dernier d'en récupérer une partie auprès des consommateurs. Alors, cet article insère l'article 51 dans la loi sur la Régie de l'énergie. Le premier alinéa prévoit que lorsque la Régie établit la base de tarification d'un distributeur de gaz naturel, elle ne tient pas compte des coûts pour construire ou acquérir des postes d'injection de gaz de source renouvelable et d'autres installations et équipements utiles à l'injection dans le cadre de projets d'extension du réseau de distribution pour y injecter du gaz. Ces coûts ne sont donc pas assumés par les consommateurs de gaz naturel, à la différence des canalisations qui permettent de les relier au réseau de distribution. Le deuxième alinéa prévoit quant à lui dans quelle mesure la Régie, lorsqu'elle établit la base de tarification, tient compte du coût des autres actifs afférents à ces projets d'extension du réseau, comme les canalisations. Il prévoit qu'elle en tient compte jusqu'à concurrence pour chaque projet, du moindre d'un montant résultant de l'application d'un taux ou d'un montant maximal qu'elle détermine, de sorte que seule une partie des coûts sont récupérés via les tarifs auprès des consommateurs. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a des interventions en lien avec cet article? Oui, Monsieur le député. Oui, Monsieur le Président, juste une rapide suspension pour bien comprendre qu'est-ce qui est supprimé dans l'ancienne loi puis qu'est-ce qui est inséré maintenant. Merci beaucoup. Instant. Alors, nous reprenons nos travaux. Monsieur le député de Jacques Cartier, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonjour. Bon, je suis content de te voir encore pour une bonne semaine, exactement, une autre semaine qu'on se lance avant la semaine de relâche. Alors, et bonjour, chers collègues. Juste une question pour la ministre. C'est de bien comprendre pourquoi il y a cette logique derrière l'idée de ne tient pas compte des coûts pour le construire ou acquérir des postes d'injection de gaz de sources renouvelables et des autres installations, des équipements, quand ils sont en train de préparer le planification, la tarification. Est-ce que c'est pareil comme quand Hydro-Québec travaille sur leur propre réseau à ajouter des stations des stations de pouvoir, des lignes de transmission? C'est juste de bien comprendre s'il y a une distinction ici. Est-ce qu'on fait quelque chose comme est-ce que c'est une exemption, un privilège qui est donné à des entreprises de distribution du gaz? C'est juste de bien comprendre la logique de pourquoi cet aspect est pris en considération pour la tarification. Merci. Madame la ministre.
Oui, merci, Monsieur le Président. Merci au député de Jacques-Cartier. Bonjour à tous. Alors, je prendrai un petit moment pour consulter. Merci. Nous reprenons donc nos travaux. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais prendre un petit moment pour, avec Maître Marois, là, expliquer en fait le développement auquel réfère cet article-là. Il se trouve que, c'est un article qui porte sur les gaz de sources renouvelables. Or, ces types de gaz sont pour l'instant plutôt difficiles d'accès parce que la canalisation n'est pas développée, n'est pas déployée pleinement. Et il se trouve que, dans l'état actuel des choses, il faut que ce soit les producteurs eux-mêmes qui assument les coûts du développement de ces canalisations. Alors, ça vient ralentir le développement des GSR, le fait que ça repose sur les épaules des producteurs, qui bien souvent sont des agriculteurs. Alors, on vient, avec cet article-là, proposer une répartition des coûts entre les consommateurs et les producteurs pour, en quelque sorte, je dirais, collectiviser davantage le poids du coût que représentent ces développements. Donc, du côté des consommateurs, il y a les frais associés à la canalisation, aux canalisations, qui seraient portés par les consommateurs via une base tarifaire, distribution de gaz naturel. Et du côté des producteurs, ils seraient davantage chargés des postes d'injection, donc les installations et les équipements utiles à l'injection. Ça, c'est un modèle qui est inspiré de ce qui existe en France et en Allemagne. Et vous demandiez s'il y avait un comparable à Hydro-Québec. Alors, Hydro-Québec, c'est une toute autre façon de procéder, donc il n'y a pas de comparaison qui peut s'appliquer par rapport à Hydro-Québec. Mais l'objectif ultime, donc, c'est de rendre plus accessible le GSR à moindre coût pour les producteurs. Les consommateurs qui, eux, auront accès à une nouvelle offre énergétique devront assumer une partie des frais, mais ça vient diversifier le portefeuille d'options auxquels ils auront accès. Donc, peut-être Maître Marois peut compléter sur quelques éléments ou c'est... Oui, c'est bon. Alors, je vais laisser le député de Jacques-Cartier nous revenir. Merci. Merci, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre, pour la réponse. Moi, j'ai eu l'impression que ça pourrait augmenter le prix pour les consommateurs, mais je comprends l'explication de la ministre sur le partage des coûts avec des producteurs, qui sont souvent des agriculteurs, mais j'aurais réfléchi sur cet élément-là. Je ne sais pas si la ministre a plus des éléments à apporter à cette discussion. Moi, je comprends qu'il y a un élément ici de protéger le consommateur et de garder les prix les plus raisonnables. Mais un autre élément, pourquoi j'ai posé la question, Monsieur le Président, c'est parce que quand on regarde l'ancien article 51 qu'on enlève, on parle ici aussi de distribution d'électricité, je crois. Alors, c'était juste comme une... je regarde tous les éléments de la 51. Excusez-moi, peut-être j'ai fait une erreur. Oui, des transporteurs d'électricité, merci, mon collègue de Maurice Richard. Alors, c'est juste dans l'ancien article, on a abordé la question de transporteurs d'électricité. Puis maintenant, on vise quelque chose qui est ciblé sur le gaz renouvelable, qui est correct, mais c'est juste de comprendre aussi. Ça semble que l'ancienne définition était un petit peu at large, et particulièrement autour des coûts, qu'est-ce qu'on va considérer par la Régie de l'énergie. Puis maintenant, on a quelque chose qui est un petit plus contingent, si je peux dire ça comme ça, Monsieur le Président. Merci. Bien, merci. Madame la ministre. Oui, juste un rapide mot pour dire que l'article qu'on vient remplacer n'est pas sur le même sujet, donc on change, dans le fond, de thème avec la proposition. On revient sur cet élément, où est-ce qu'on trouve des éléments de cet article qui était effacé? Je sais qu'on a des autres 52.1, il y a plein de choses qu'on vient de discuter, mais c'est juste de comprendre, est-ce qu'on remplace certains de ces éléments, puis on trouve dans une autre part, parce que quand même, Madame la ministre, on dit dans l'article 52, qui est effacé, 51, on parle d'un tarif peut également refléter tout autre coût inhérent à l'acquisition du gaz naturel par un distributeur, qui me semble peut-être être une connexion pour la source de gaz renouvelable, une station de connexion. Alors, c'est juste encore, c'est des changements
pas mal grand, je pense, dans le sens de l'ancienne loi, qu'est-ce qu'on a maintenant, mais peut-être ces éléments sont trouvés dans la suite des choses. On sait on est article par article, mais quand même, juste de bien comprendre qu'est-ce que le législateur a l'intention de faire ici. Merci. Madame la ministre? Oui, merci, M. le Président. J'inviterais Maître Marois à nous éclairer parce qu'il y a un balai là, en termes d'articles remplacés, supprimés, déplacés. Donc, je l'invite à nous éclairer là-dessus. Besoin du consentement des collègues à ce stade-ci. Est-ce que nous avons consentement? Oui. Maître Marois, sans problème, veuillez vous présenter. Bonjour, Samuel Marois, avocat au ministère de la Justice. Concernant l'article 51, l'article 29 du projet de loi comme remplace cet article-là, mais comme pour deux effets. D'une part, on abroge l'article 51 actuel, puis d'autre part, on arrive avec une proposition qui est le nouvel article 51 dont on vient de parler, qui n'a aucun rapport avec le 51 actuel. Donc, si on parle du 51 actuel, c'est un article qui dit que les tarifs ne peuvent prévoir des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses qu'il est nécessaire pour permettre de couvrir les coûts de capital et d'exploitation, maintenir la stabilité des assujettis à la loi, le développement normal des réseaux de transport ou de distribution. La raison pour laquelle on retire cet article-là, c'est que, d'une part, son objet est déjà couvert par l'article 49, qui prévoit que les tarifs sont établis de manière à récupérer ce qu'il en coûte pour développer le réseau, assurer un rendement à l'assujetti à la loi et ainsi de suite. Donc, c'est déjà couvert. Puis d'autre part, c'est comme dire qu'on ne peut prévoir des tarifs plus élevés, des conditions plus onéreuses. C'est comme devenu désuet dans le contexte actuel parce que la loi, on a adopté la semaine dernière le nouvel article 49. L'article 49 de la loi sur la régie modifiée, qui dit, par exemple, qu'on peut établir des tarifs en tenant compte des éléments propres à la transition énergétique et au développement économique. Bien, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont propres à l'exercice même de distribution, le développement du réseau de distribution, pour l'activité de distribution elle-même. Puis, d'autre part, bien, il y a plusieurs dispositions de la loi actuellement. Par exemple, une disposition qui a été introduite en 2018 qui permet de tenir compte dans les tarifs de distribution d'électricité de ce qu'il en coûte à Hydro-Québec pour son service public de bornes de recharge rapide, de circuits électriques. On permet que ça, les coûts, ce que ça coûte pour exploiter ça, on en tient compte dans les tarifs de distribution d'électricité. Donc, bien sûr, ce n'est pas afférent à la distribution d'électricité. C'est comme si c'était une disposition qui est tombée un peu désuète. OK. Tu veux poser une question? Oui. Je vais laisser sans problème. Avec Robert Baldwin des questions. Madame la députée de Robert Baldwin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon matin à tous et à toutes. J'aimerais qu'on décortique l'article 51 pour peut-être avoir une compréhension complète de l'objectif de cette disposition, compte tenu qu'on a abrogé l'ancien article 51, parce qu'on dirait que ça va devenir plus onéreux, si je peux dire, au bout du compte pour le consommateur. Peut-être que j'ai tort, là, mais j'aimerais juste voir, parce que là, on introduit dans l'établissement de tarifs d'un distributeur de gaz naturel la juste valeur des actifs. Donc, la juste valeur des actifs, on parle de quoi et de comment ça va être évalué. Parce que si on commence avec ça, puis que ça ne comprend pas celle afférente aux postes d'injection et aux installations et équipements utiles à l'injection. J'aimerais juste commencer avec cette première partie-là, des explications en termes de la détermination là, de la base de tarification d'un distributeur de gaz naturel. Parce que je vois la notion de la juste valeur des actifs, ça peut être très élevé. Très bien. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, M. le Président. Alors, d'une part, la députée rappelle que ça pourrait peut-être générer une hausse des coûts. En fait, il y a deux choses. C'est que ça va rabaisser les coûts
pour ce qui est des producteurs. Donc, ça va rendre le développement du GSR plus accessible, ce qui est difficilement le cas aujourd'hui, puisque tout repose sur les épaules des producteurs, qui, comme je le rappelais tout à l'heure, sont souvent des agriculteurs. Donc, ça vient répartir les coûts. Pour ce qui est du consommateur, certes, il y aura un frais additionnel associé au développement des canalisations, mais ce faisant, ça va lui offrir aussi une nouvelle option dans le bouquet énergétique, un marché donc plus diversifié. Puis quand on parle qu'il y a de la compétition dans un marché, bien souvent, il faut que les prix soient rajustés au plus bas niveau pour faire en sorte de se démarquer dans un marché plus compétitif. Donc, oui, il y aura un frais nouveau à être assumé par les consommateurs, mais en même temps, il y aura une offre additionnelle qui vont s'offrir à eux. Par rapport aux coûts, eh bien, vous les avez, ils vont être... Donc, il y a les coûts associés à la canalisation qui vont être pris en considération, les coûts des installations et des équipements, et c'est la Régie de l'énergie qui va s'assurer que le coût soit bien évalué. Merci. Merci, Madame la ministre. Aviez-vous une sous-question? Oui, Monsieur le Président. Madame la députée de Robert Baldwin, vous avez la parole. Merci. Donc, il veut dire que, parce que je vois dans le deuxième alinéa, en ce qui a trait à la régie, va tenir compte également de la juste valeur des actifs visés. Donc, elle va déterminer ça de quelle façon avec des experts externes, comment la mécanique de tout ça là, va se concrétiser. Très bien. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce sont des personnes à l'emploi de la Régie qui se chargent d'évaluer ces coûts d'une manière neutre. Ils peuvent être conseillés également par des spécialistes à l'extérieur de la Régie. Et on me faisait remarquer un bon point que le fait d'agrandir le réseau de canalisation pour le GSR, ça va augmenter le nombre de consommateurs. Et quand on augmente le nombre de consommateurs pour assumer des frais donnés, eh bien, c'est sûr que plus il y a de consommateurs, moins les frais sont élevés. Donc, quelque part, ça va favoriser non seulement le déploiement d'un réseau plus large pour le GSR, mais également, ultimement, une réduction des coûts par consommateur parce qu'il y aura de plus en plus de consommateurs qui s'y approvisionneront. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le député de Maurice-Richard. Merci, Monsieur le Président. Bon matin, mes chers collègues. Juste pour comprendre, Madame la Ministre, ici, les questions de gaz naturel, vous avez à plusieurs reprises fait référence au gaz naturel renouvelable, de la définition qu'on s'est donnée du gaz naturel, le gaz naturel inclus, mais qu'est-ce qui empêcherait d'avoir que du gaz brun et pas renouvelable? Brun. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Je sais vraiment, je vais consulter. Je passe. Nous allons donc suspendre quelques instants. Alors, nous reprenons nos travaux. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je tiens à souligner en fait que cet article-là, il porte au niveau de l'approvisionnement des distributeurs et non pas du consommateur. Donc, on parle de l'approvisionnement du distributeur et ça porte sur les projets d'extension du réseau pour l'injection de GSR. Donc, à la base, le réseau, le canal central est plutôt brun, mais là, on vient lui adjoindre des bras verts. Alors, on vient s'assurer en fait de l'injection accrue de GSR à l'intérieur du réseau de distribution. Donc, on vient verdir le réseau de distribution. Et voilà, donc ça concerne essentiellement l'approvisionnement. Le consommateur, lui, peut demander à avoir du GSR dans ce qui lui est livré. Je dirais qu'il n'en aura pas l'assurance au quotidien que c'est exactement ce qu'il a demandé qui lui est
donné, fourni, mais il aura contribué, ce faisant, à verdir le réseau. Donc, voilà, c'était les éléments que je voulais mettre de l'avant. Très bien. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député? Oui, merci. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vais peut-être commencer juste par être sûr de comprendre ce qu'on propose ici. Donc, ce que vous dites, Madame la ministre, c'est on va avoir des nouvelles sources de gaz renouvelable. On va les plugger au réseau. Ça coûte cher. Le gaz renouvelable en lui-même coûte cher. Plugger les nouvelles sources d'énergie, faut pousser le gaz à l'intérieur des tubes, ça coûte cher. Faut des nouveaux tubes, ça coûte cher. Et là, cet argent-là, on va le distribuer, le socialiser sur qui au juste, en fait? Sur l'ensemble des consommateurs de gaz métro. Donc, parfait. Donc, ce qu'on dit, et à ce stade, ce n'est pas une critique, je ne sais pas encore, mais ce qu'on dit, c'est que plus on va avoir de GNR, plus la facture de gaz de tout le monde va augmenter. C'est bien ça. Ce que vous voulez, Madame la ministre. Madame la ministre, vous avez la parole. Donc, effectivement, on vient collectiviser donc, les coûts afférents à ça. Il faut voir que plus il y aura de producteurs, plus le coût sera compétitif, je dirais. Mais voilà, ça vient répartir la charge sur l'ensemble des consommateurs. Et la partie qu'on répartit, c'est juste les nouvelles infrastructures et pas le coût du gaz renouvelable en lui-même. On peut se mettre d'accord si on utilise GNR ou GSR, là, ça m'est égal. La partie canalisation. Ouais. Appliquer cette méthode-là pour les projets d'extension. Donc, c'est pas pour les canalisations déjà existantes, c'est pour les nouveaux raccordements. Canalisation, les coûts des canalisations et des équipements. Exact. Donc, c'est juste l'infrastructure, ça n'a rien à voir avec le fait que le GNR ou le GSR coûte beaucoup plus cher que le gaz blanc. Ouais. Exact. OK. Est-ce que, peut-être avant d'arriver à mes questions suivantes, ici on dit, donc dans l'article 50, on dit que l'application du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 49 sont présumés prudemment acquis et utiles les actifs nécessaires pour assurer l'exploitation du réseau. Prudemment acquis et utiles. Il y a quelque chose que je comprends dans la phrase, mais bref, ce qu'on dit, c'est que les infrastructures en tant que telles, on présume que Énergir, par exemple, pour les nommer, ont installé ces nouvelles installations de bonne foi et de manière prudemment acquis. Ça veut dire que la régie doit accepter cet état de fait de manière automatique? Oui, si on veut parler la semaine passée. C'est ça ma question. J'inviterais Maître Marois à revenir sur cette expression qu'on retrouve dans les libellés juridiques. Très bien, merci. Maître Marois. Oui, pardon. Donc, la régie applique déjà cette présomption-là dans les faits parce qu'en vertu de l'article 73 de la loi, la régie autorise la construction d'actifs destinés à la distribution de gaz naturel, par exemple. Donc, étant donné, puis après ça, la régie donne l'autorisation, par exemple, pour construire une canalisation. Puis après ça, quand la régie fixe les tarifs, là, il faut qu'elle tienne compte des coûts de projet dont on a déjà autorisé la construction, par exemple. Donc, la régie, actuellement, applique une espèce de présomption en disant « j'ai déjà dit oui, pourquoi je dirais non maintenant? » C'est un peu la logique. Ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient codifier cette présomption-là dans la loi. Puis c'est une présomption qui est pas irréfutable. C'est-à-dire que c'est la différence entre les présomptions réfragables et irréfragables.
Donc, c'est une présomption qui peut être renversée. Donc, quand la régie fixe les tarifs, s'il y a des intervenants qui viennent déposer, qui viennent faire une démonstration qu'un actif n'a pas été prudemment acquis et utile, bien, à ce moment-là, la régie pourrait ne pas présumer qu'il a été prudemment acquis et utile, mais faire un examen plus détaillé. Alors, pour comprendre, déjà, les clauses tarifaires, et puis excusez mon ignorance, pour le gaz, actuellement, elles sont réévaluées toutes les combien? C'est annuel. Annuel. Et puis avec ce projet de loi-là, on le change-tu? Ça reste toujours annuel? Ou, C'est toujours annuel. La différence étant qu'on vient introduire une espèce de cycle de 3 ans où on a une grande cause tarifaire suivie de 2 causes allégées, puis ainsi de suite. Donc, est-ce qu'avec quand vous dites clause allégée, ça veut dire il n'y a pas une réévaluation ou il y a une... Bien, c'est que les tarifs sont établis sur la base de prévision, puis les postes de coûts, si je peux dire, sont assez... L'évolution dans le temps, c'est assez prévisible pour le distributeur de gaz naturel. Donc, ils sont capables de faire une espèce de grande cause tarifaire où tous les coûts sont évalués pour une année donnée, puis après ça, d'évaluer qu'est-ce que ça pourrait donner sur les années 2 et 3, puis de refaire l'exercice, de recommencer l'exercice ensuite. Et là, vous dites que c'est l'idée d'Oxy Énergir arrive. Est-ce que c'est aux 3 ans, du coup, qu'on prend en considération toutes ces nouvelles dépenses? Ou c'est annuellement pour les tarifs, justement, en tant que tel? C'est une fois aux 3 ans, on refait le grand exercice, où là, on tient compte, on refait le grand exercice. Puis après ça, c'est une formule allégée, sauf que c'est toujours sur la base de prévision, puis les distributeurs sont capables de l'évaluer à l'avance. Donc, c'est tenu compte dans les tarifs, sur la base des prévisions des distributeurs. Donc, imaginons que le distributeur prévoit des nouvelles installations d'infrastructures de 400 millions annuels, je ne sais pas c'est quoi l'ordre de grandeur qu'ils ont. Et donc, dans la révision aux 3 ans, on prend en considération que c'est des investissements de 400 millions actuels qui, de toute façon, sont amortis techniquement sur 20 ans, là, fait que c'est juste une partie de ça, là, qui est inclus dans les 2 prochaines mini-révisions jusqu'à l'année d'après, jusqu'aux 3 ans d'après. C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça. Puis il y a aussi un mécanisme pour tenir compte des surplus et des manques à gagner. Donc, les tarifs sont établis sur la base de prévisions. Puis après ça, Je dépense 1 milliard. Bien, c'est ça, exactement. Donc là, les surplus et les manques à gagner, bien, on peut en tenir compte sur l'année qui suit, et ainsi de suite, pour que les tarifs reflètent toujours les coûts. Et là, vous dites, si un des consommateurs, et puis les gens qui sont autour de la table de la régie d'énergie, considèrent qu'il y a une dépense qui est comme exagérée, frivole, ce qu'on veut, ils sont capables de la contester sur la base d'un certain nombre de constatations qui feraient en sorte que la régie ferait enquête pour valider que tel investissement est correct ou pas. Exact. Mais j'essaie d'imaginer comment c'est faisable, parce que je veux dire concrètement, les gens, ils n'ont pas accès aux analyses qui se passent à l'intérieur d'Énergir. Là, ça serait à travers quoi? Des demandes d'accès à l'information qu'il faudrait faire ça? Ça serait comment? En fait, durant les causes tarifaires, Énergir dépose de la documentation, puis il y a la possibilité pour la régie de lui demander des renseignements. Donc, l'information est transmise aux intervenants. Donc, c'est sur la base de ce que partage Énergir. OK. Et c'est suffisant pour les intervenants, d'après vous? Est-ce qu'il y a déjà eu des contestations dans le passé de... Madame la ministre? Oui, il y a eu... Merci, M. le Président. Oui, il y a eu des contestations puis des refus
par la régie de payer des révisions de prix, en fait. Si, par exemple, la régie évalue qu'un équipement donné coûte 100 $ et que la compagnie demande de recevoir 150, bien, elle va assumer le 100 $, mais le 50 de différence ne sera pas payé, reconnu par la régie comme tel, donc ça devrait être à sa charge. Alors, le 100 $, c'est dans les tarifs, donc répartis, et le 50 ça serait par l'actionnaire. Donc nous, parce que c'est la caisse de dépôt, mais... oui. Richard, vous avez la parole, toujours. Donc, merci beaucoup pour ces éclairages. Donc là, en gros, ce qu'on dit, c'est que pour rajouter du gaz renouvelable, on a besoin de socialiser les coûts d'infrastructure que le distributeur va devoir dépenser sur tous les consommateurs. Est-ce que... donc j'imagine... d'abord, est-ce qu'on ne pourrait pas le spécifier, que c'est spécifiquement pour du gaz renouvelable et pas pour rajouter du gaz de schiste de n'importe où? Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, bien, la spécification, elle apparaît là, à la deuxième ligne du premier alinéa, visant l'injection de gaz de source renouvelable. Donc, je pense que c'est déjà, en fait, précisé. Et quand on parle de répartir les coûts sur l'ensemble des consommateurs, je voudrais mentionner que c'est une partie des coûts qui sont répartis sur l'ensemble des consommateurs et une autre partie sur les producteurs. Donc, c'est la partie canalisation qui ferait l'objet d'une répartition sur l'ensemble des consommateurs. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Excusez-moi, je l'ai raté. La deuxième partie? Qu'est-ce qui est partagé sur qui? Oui, en fait, je disais que l'ensemble, vous disiez tout à l'heure que l'ensemble des coûts serait, en fait, les coûts seraient répartis sur l'ensemble des consommateurs. Je mentionnais que c'était une partie des coûts qui était répartie sur l'ensemble des consommateurs, à savoir les coûts de la canalisation, des canalisations. Et pour ce qui est des autres coûts, les équipements, par exemple, les installations, là, c'est réparti entre les producteurs. Donc, un producteur qui crée du gaz avec, je ne sais pas moi, du fumier de vache, là, je ne sais pas si ça se fait, il payerait une partie de l'infrastructure. C'est ça. Mais les tubes qui arrivent jusqu'à chez lui pour sortir ce gaz-là seraient répartis au sein des consommateurs. OK. À terme, de ce qu'on prend des plans d'énergie, et puis à peu près tout ce que les scientifiques nous disent, c'est que le gaz fossile devrait disparaître et laisser la place au gaz renouvelable d'ici 2050. Est-ce qu'on est d'accord, Madame la Ministre, avec cette affirmation? Donc je répète, j'ai juste... j'ai dit dans ce que les scientifiques nous disent, et dans mes souvenirs, c'est aussi ce que j'ai vu de la planification d'Énergir quand ils me l'ont présenté d'ici 2050, c'est que le gaz fossile disparaisse au fur et à mesure du temps pour laisser la place au gaz renouvelable et disparaisse au plus tard en 2050, justement, étant donné que ça émet du CO2. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je vous reviens, ce sera pas long. Nous allons donc suspendre quelques instants. Merci. Nous reprenons donc nos travaux. Alors, Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais apporter des éléments de réponse au député de Maurice Richard. Alors, d'une part, quant à notre engagement là, en matière de présence du GSR, on les retrouve en fait dans le règlement de la Régie de l'énergie. Donc, ça va aller augmentant de 1 % à 2 % à 7 à 10 % si on regarde depuis l'année 2020 jusqu'à l'année 2030. Je vous dirais que pour la suite des choses, le PGIR va être un bon forum pour justement discuter de la vitesse à laquelle on devra par la suite augmenter la présence du gaz de source renouvelable. Donc, de leur côté, Énergir, eux, ils se sont engagés à réduire la consommation de gaz naturel, classique, là, traditionnel,
et dans un deuxième temps, de verdir le gaz. Mais leur premier objectif, c'est vraiment de réduire la consommation de gaz naturel et dans un second temps, donc, de verdir ce gaz-là. Puis donc, c'est ce pourquoi il y a cet article qui vous est présenté. Mais voilà, il y a quand même une discussion qui devra être tenue quant à savoir sur quel type de scénario on veut reposer pour la suite des choses jusqu'à 2050, à quelle vitesse on voudra s'engager davantage avec le GSR ou d'autres formes de sources d'énergie renouvelables, ou encore sur la réduction énergétique et l'efficience énergétique et la sobriété énergétique. Donc, ça va être un mélange des genres. Très bien, merci, Madame la ministre. Monsieur le député. Est-ce que, Madame la ministre, tout d'abord, pour revenir à la conversation concernant l'article 50, je comprends qu'on l'a dépassé. Nous aurions voulu déposer un amendement sur cet article-là, mais je comprends qu'on aurait besoin du consentement de nos collègues. En fait, pas techniquement, non. Je vous explique pourquoi. Parce que même si on a accepté de le regarder là, par étapes, on n'a pas rien adopté. Hein, on l'adopte à la fin. Okay. Alors, oui, vous pouvez l'envoyer, le soumettre à la commission. Nous prendrons un moment. Nous y reviendrons. Mais quand même, comme on n'avait pas nécessairement besoin de consentement, je veux quand même le dire à tout le monde là, qu'on pourrait procéder de cette façon-là. C'est aussi vrai pour tous les membres de la commission. Hein. OK, fait que c'est pas à ce moment-là. Ça vous convient? Oui, on va. Parfait. Du coup, si c'est pas. C'est parfait. Donc, continuons à ce moment-là. Je comprends effectivement l'importance du PGIR, Madame la ministre. Alors, est-ce que. Quelle quantité, par rapport au volume de gaz qui circule actuellement chez les distributeurs de gaz, quel pourcentage maximal peut-on espérer d'avoir? Vous avez parlé d'une augmentation de 1% par an. On est rendu à 2, peut-être 3, si j'ai raté une nouvelle étude là, mais à ma connaissance, on était autour de 2% il n'y a pas longtemps. Donc 98% de gaz fossile. Est-ce que vous avez des études qui nous disent quelle quantité de GNR de gaz renouvelable on peut espérer avoir par rapport au volume actuel? Merci, Monsieur le député. Ça, c'est... Donc, ça, c'est la... Président, donc j'ai ici une courbe d'un document d'Énergir qui montre l'évolution qu'il devrait y avoir quant à la présence de GSR. Alors, pour l'année 25-26, on cible 5 % de GSR, 7 en 2028-29 et 10 % en 2030-31. Maintenant, ça ne va pas au-delà de ça. Alors, à voir s'ils ont des données qui vont plus loin dans le temps. Et on va réajuster ce graphique-là, bien sûr, au fur et à mesure que les années passent. Et comme je disais, le PGIR aussi va contribuer à faire cette évaluation. Merci, Madame la ministre. Je connais effectivement les courbes du plan stratégique, si je ne me trompe pas, d'Énergir. Mais ma question, c'est vous, en tant que ministre de l'Énergie, est-ce que vous avez eu accès à des recherches de gens qui analysent la quantité de rebut de bois, de bousses de vache, de poubelles, et de compost à partir duquel on peut faire du gaz renouvelable, et quelle quantité de gaz renouvelable on peut espérer avoir devant tout ce qu'il y a déjà? Merci, Monsieur le député. Souhaitez-vous suspendre quelques instants? Nous allons donc suspendre quelques instants. Merci. Alors, nous sommes de retour. Madame la ministre, vous avez la parole. Alors, pour répondre à la question du député de Maurice Richard, oui, il y a une étude WSP sur laquelle on s'appuie, une étude qui date de 2018,
et qui évalue qu'il y a un potentiel technico-économique de 144 millions de gigajoules en 2030. Donc, près du 2/3 de la consommation actuelle de gaz naturel du Québec pourrait provenir donc de sources renouvelables. Donc, c'est un levier important pour la transition énergétique. Maintenant, il faut voir aussi que ça pourrait évoluer au fil des ans parce qu'il y aura des développements technologiques qui surviendront. Peut-être que ça en réduira le coût parce que la matière, on peut en trouver abondamment, mais encore faut-il que les coûts soient adéquats puis supportables. Donc, voilà, il y a à la fois les développements technologiques et le développement du réseau qui vont jouer sur l'évolution de la donne. Est-ce que vous pourriez, Madame la ministre, déposer le document, nous l'envoyer? Le déposer officiellement ou le partager, là? C'est comme vous voulez. Madame la ministre? Y a-t-il une différence? On peut déposer le document, effectivement. Donc, on va procéder par un dépôt, la mise à dépôt du document. Ça. Vous allez l'envoyer au secrétariat. Parfait. Merci. Sera envoyé au secrétariat. De le transmettre au secrétariat. Merci beaucoup, Madame la ministre. Le document sera déposé. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur le député de Maurice Richard, vous avez la parole. Peut-être avant de continuer sur la question du gaz renouvelable, je voudrais revenir sur les investissements qui sont présumés prudemment acquis. Je comprends que c'est la même chose aujourd'hui pour Hydro-Québec aussi. Effectivement. Est-ce qu'il y a une limite à partir de laquelle Hydro-Québec est obligé de démontrer que c'est justement acquis prudemment? Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, tout ce qui entre dans les tarifs, tout ce qui entre dans la justification des tarifs chez Hydro-Québec doit être validé par la Régie. Donc, c'est une procédure qui est incontournable, je vous dirais. Et ce n'est pas le cas pour le gaz? Oui, c'est le cas aussi. Mais cette idée de dire que c'est présumé prudemment acquis, y a-t-il une limite à partir de laquelle on demande à Hydro? Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a une limite de 60 millions, honnêtement, mais je ne sais pas si vous avez les mêmes informations. Je vois qu'il y a quelqu'un, Madame la ministre, qui voudrait intervenir derrière vous. Non? Oui. Je pense qu'il faut. Je pense qu'on va. Moment. Nous allons donc suspendre quelques instants. Alors, nous reprenons donc nos travaux. Nous avons bien reçu un document de la part de Madame la ministre. Ce document est officiellement déposé. Merci. Madame la ministre, pour la suite, je vous laisse la parole. Merci, M. le Président. Donc, pour répondre à la question du député de Maurice Richard, alors, en ce qui a trait à la distribution du gaz naturel, il y a un seuil qui est fixé à 4 millions de dollars. Alors, ça procède différemment suivant que les dépenses sont en bas du 4 millions de dollars ou en haut. Pour toute dépense en haut de 4 millions de dollars, chaque projet, chaque dépense fait l'objet d'une étude, d'une analyse spécifique de la part de la Régie. Pour ce qui est des dépenses en dessous de 4 millions de dollars, elles sont regroupées dans un tout et donc sont analysées par la Régie, mais de façon moins détaillée, je vous dirais, que pour des dépenses en haut du 4 millions de dollars. Donc, l'ensemble des dépenses sont scrutées et révisées par la Régie, mais d'une manière plus marquée lorsqu'il s'agit d'une dépense de plus de 4 millions de dollars. Et là, on parle du gaz particulièrement? Ouais. Ou... Okay. Et pour l'électricité, c'est plus? Alors, c'est plus pour le transport de l'électricité. Là, à ce moment-là, il y a un seuil plus élevé pour Hydro-Québec, donc 65 millions de dollars, mais c'est la même logique
L'ensemble des dépenses sont analysées par la Régie et doivent être autorisées. Et par ailleurs, il y a une étude plus détaillée par projet lorsque le seuil de 65 millions est atteint. Et là, le 4 millions en question, il est pas, il est défini par qui en fait? Il n'est pas inscrit dans une loi aujourd'hui? C'est dans le règlement de la Régie de l'énergie. Ok. Donc c'est vraiment la Régie. Si demain la Régie décide que c'est une autre limite, ça peut changer. La Régie pourrait décider de changer cette limite. Ok. Parce qu'en fait, le problème qu'on voit, Madame la Ministre, c'est qu'il y a quand même une grande, évidemment, asymétrie d'informations entre les consommateurs et les hydroénergies de ce monde qui, eux, savent très très bien quel genre de dépenses ils sont en train de faire et comment ils la font et tout. Je comprends que ces limites-là permettent justement d'obliger ces compagnies qui ont des monopoles de faire preuve de transparence, de diligence et de permettre aussi et à la Régie mais aussi aux consommateurs de rentrer dans le détail de ces dépenses-là. Fait que la question que je me pose, est-ce qu'on ne pourrait pas inscrire justement dans la loi pour s'assurer de cette transparence-là, le fait que il y a des montants à partir duquel les distributeurs ont l'obligation de montrer patte blanche et de effectivement montrer qu'ils ont fait la diligence voulue pour les investissements qu'ils engrangent et qui vont peser sur les consommateurs au bout du compte. Là. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le député. Madame la ministre, vous aurez la parole quand vous serez prête. Donc, c'est la Régie, d'une part, qui a le rôle et le mandat d'assurer la protection des consommateurs, de voir à ce qu'il n'y ait pas des charges indues qui soient transférées aux consommateurs. Et il faut voir que quand c'est transféré à la Régie, ces informations-là, ça devient public. Et le public peut poser des questions sur les différentes dépenses qui ont eu lieu. Donc, cette notion de transparence, elle est déjà là. C'est possible pour les gens d'avoir accès et de poser des questions par rapport à des décisions en matière de dépenses réalisées, peu importe qu'on soit pour une dépense de plus de 4 millions ou de moins de 4 millions. Il y a aussi une reddition de compte qui est faite. Ah oui, puis il y a une reddition de compte également qui est faite par la Régie. Par le distributeur. Juste, je comprends, mais juste pour être sûr que je comprends ce que vous dites. Et, ce qu'on dit en gros, c'est que même si aujourd'hui les investissements sont présumés prudemment acquis, la Régie qui a la responsabilité de s'assurer que tout se passe bien, là, pour faire court, ils ont défini par règlement des limites à partir desquelles les distributeurs donnent plus d'informations sur leurs investissements. 4 millions pour le gaz, plus de 60 millions, 65, je sais plus que 65 millions pour l'électricité. Ces données-là sont plus détaillées, sont publiques et permettent aux consommateurs ou à n'importe qui d'ailleurs, ou presque, là, à beaucoup de monde, aux intervenants autour de la table de la Régie, exact, de pouvoir contester aussi des dépenses qui pour eux ne seraient pas justement prudemment acquises. Et la question que je me pose, je comprends tout ceci, la question que je pose c'est est-il prudent ou est-il de notre responsabilité de s'assurer justement plutôt que ça soit inscrit quelque part dans un règlement qui est dans aucune loi en fait, qui est un pouvoir qui est utilisé par la Régie qui lui est donné par la loi sur la Régie de l'énergie, qu'on l'inscrive nous-mêmes en fait dans l'article qui dit que c'est présumé prudemment acquis,
mais que au-dessus du 65 millions pour l'électricité et du 4 millions pour le gaz, le distributeur a quand même l'obligation d'aller plus loin, ou la régie a l'obligation de demander plus de reddition de compte au distributeur. Monsieur le Président. Madame la ministre, vous avez la parole avec plaisir. Oui. D'une part, j'aimerais qu'on distingue en fait la discussion sur l'électricité versus le gaz naturel, puisqu'on y reviendra plus loin dans le projet de loi là, pour tout ce qui a trait à Hydro-Québec. Par ailleurs, ça n'a pas été inclus dans la loi parce que faut voir que le seuil en question, il va évoluer dans le temps. L'inflation faisant son chemin, ça fait en sorte de rehausser au fil du temps les seuils à partir duquel la régie estime que ça devient pertinent de faire une étude plus approfondie. Donc, c'est plus flexible que de le laisser dans le règlement pour justement avoir cette marge de manœuvre qui est offerte à la régie pour ajuster les montants en fonction des circonstances. Oui, donc ce qu'on dit ici, je comprends que vous voulez qu'on laisse l'électricité pour plus tard, mais Madame la ministre, à l'article 50, et je suis peut-être mal compris, mais là on dit « sont présumés prudemment acquis et utiles les actifs nécessaires pour assurer l'exploitation du réseau de transport d'électricité et du réseau de distribution d'électricité ou d'un réseau de distribution de gaz naturel », fait que l'article, et je m'en excuse parce que même si on est encore dans le 29, j'ai reculé d'une page, là, fait que c'est un peu, je prends une partie du blâme, là, mais on parle des deux, là. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Cette partie de mon commentaire référait au seuil, en fait. Ouais. Donc, la question du seuil reviendra plus loin dans le projet de loi pour ce qui a trait à Hydro-Québec. Monsieur le député, vous pouvez continuer. Donc, il y a un article plus loin qui parle du seuil à partir duquel on doit faire plus de diligence dans les investissements d'hydro? Le seuil à partir duquel, oui, effectivement, que c'est traité différemment. C'est quel article, excusez-moi? On va suspendre quelques instants, nous vous reviendrons. Alors, nous reprenons donc nos travaux. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, rapidement, l'article que m'a demandé le député de Maurice Richard, c'est l'article 97 qui porte sur le seuil en ce qui a trait à Hydro-Québec. Et tant pour la régie que pour Hydro, il y a une reddition de compte qui est demandée par les distributeurs et la régie a la capacité de leur demander d'autres renseignements si elle le souhaite. Très bien. Monsieur le député. Je ne sais pas si je ne voudrais pas arrêter la commission pour rien. Si mes collègues n'ont pas une question, je vais demander une suspension rapide pour voir l'article, mais si vous avez, c'est comme vous voulez. Oui, Madame la députée de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté les échanges et j'aimerais revenir sur l'interprétation du deuxième alinéa de l'article 51 pour voir, comme on dit dans la vraie vie, là, comment ça va fonctionner, cet article-là. Parce que là, je comprends, on est dans les projets d'extension. Donc, on est en train de prendre en considération, dans l'établissement de tarifs, les projets, la valeur, la juste valeur des projets d'extension du réseau de distribution concernant le gaz de source renouvelable. Et dans la détermination, finalement ou ultimement, du tarif, là, la régie va tenir compte de cette juste valeur des actifs qu'elle estime prudemment acquis et utiles pour ses projets d'extension. Donc, je ne sais pas actuellement
Est-ce qu'on a une idée de la valeur de ces projets d'extension? Ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Je continue. Mais c'est la deuxième partie là, que vous allez devoir m'expliquer, peut-être avec un exemple ou un cas concret, je m'excuse. Pour l'établissement du tarif, jusqu'à concurrence pour chacun d'eux, du moindre d'un montant résultant de l'application d'un taux ou d'un montant maximal qu'elle détermine sur proposition du distributeur concerné, afin de permettre à ce dernier d'en récupérer une partie auprès des consommateurs. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer avec peut-être un cas concret ou un exemple, comment cette mécanique va se concrétiser? Moi, c'est sûr et certain que j'ai une préoccupation en ce qui a trait, au bout du compte, de l'augmentation des tarifs pour les consommateurs qui découlent de cet article-là. Merci, Madame la députée. Merci. Maître Marois, vous avez la parole. Oh. L'idée, c'est d'avoir... l'idée, c'est justement pour éviter des hausses tarifaires trop grandes pour les consommateurs, c'est d'avoir une limite par projet. Puis, par exemple, on construit une canalisation pour relier le réseau de distribution parce que on relie le réseau de distribution de gaz naturel à des sites de production de GSR. Ce qu'on a dit, c'est que les installations sur le site de production, le poste d'injection, par exemple, c'est le producteur qui va payer. Fait que ça, c'est un tarif distinct, ça fait l'objet d'un autre article. Ce que le consommateur va payer, c'est une partie de la canalisation pour relier le réseau de distribution au site de production. Donc, la régie va déterminer c'est quoi la partie de la canalisation. Puis là, c'est une évaluation qui est contextuelle parce que si on construit une canalisation, s'il n'y a rien autour, puis qu'il n'y a personne qui va jamais s'installer là, aucun consommateur va s'installer là, bien, c'est peut-être pas pertinent que... C'est peut-être... Bien, je vous l'amène à l'inverse. Si on construit une canalisation, puis qu'il y a possibilité que des consommateurs viennent, par exemple industriels, viennent se raccorder tout le long de la canalisation, c'est un actif qui bénéficie aux consommateurs. Donc, c'est les consommateurs qui vont le payer. Mais dans quelle proportion? Bien là, c'est la régie qui va le décider. La régie va faire un examen neutre de cette situation-là, sur proposition du distributeur. Puis, des intervenants pourront venir dire ce qu'ils en pensent. Merci, Maître Marois. Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Une partie de la canalisation. Un projet d'extension, est-ce que vous pourriez me définir les composantes d'un projet d'extension? Maître Marois. Oui. Les actifs qu'on va construire pour un tel projet, bien, c'est d'une part des équipements pour injecter le gaz sur le site de production, par exemple une usine de biométhanisation. Puis il y a une canalisation qui va relier ce site-là, où on injecte le gaz, au réseau de distribution de gaz naturel, au point le plus proche, par exemple. Donc ça, c'est les actifs pour un projet d'extension du réseau. Mais là, ces actifs-là, deux choses. Premièrement, les actifs utiles à l'injection, c'est le producteur qui paye. Il y a un tarif pour ça dans un autre article. D'autre part, la canalisation, bien, le coût va être partagé entre les producteurs et les consommateurs. Donc, finalement, ce qu'on décide, ce que la régie décide, c'est dans quelle mesure c'est le consommateur qui paye. Donc, si on continue dans cette voie, ça, c'est pas défini. Ce que vous venez de m'expliquer, qui est très clair, à la lecture de l'article, ce n'est pas ça qui ressort, parce qu'on parle d'un projet d'extension au complet qui pourrait, ou un consommateur pourrait, le tarif pourrait être augmenté en fonction de ça, en fonction de la juste valeur du projet au complet. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire une distinction pour que ça soit clair
en ce qui a trait à la partie la partie du montant dont un consommateur va peut-être, au bout du compte, va devoir assumer en raison de l'augmentation des tarifs. Voyez-vous ce que je veux dire? Bien, c'est qu'il faut lire l'article dans son environnement aussi, parce que l'article 51, c'est pour l'application du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 49. Donc ça, c'est l'article c'est l'article 28 du projet de loi qui modifie 49 de la loi sur la régie de l'énergie. Puis c'est la recette pour fixer les tarifs de distribution de gaz naturel et d'autres tarifs, mais notamment de distribution de gaz naturel. Donc la recette pour fixer ces tarifs-là, c'est ça. Mais là, ce qu'on vient dire, c'est que pour certains actifs, à savoir ceux nécessaires au projet d'extension du réseau de distribution pour l'injection de GSR, bien, il y a certains actifs, là, il y a un traitement spécial de comment on les traite aux fins de l'établissement de la base tarifaire de distribution, mais ça, c'est 49. Puis, pour ce qui est des producteurs, bien là, vous devez lire l'article 52.6, qui est introduit par l'article 36 du projet de loi, qui lui explique comment on va fixer le tarif au producteur pour la partie des coûts qui lui revient. Donc, il faut lire tout ça ensemble. C'est parce que le 49, là, on parle aussi... Une minute, je vais la ressortir. On parle aussi du transporteur d'électricité et du distributeur d'électricité dans cet article-là. C'est quand même assez large. Là, on mise seulement sur un aspect de cet article-là qui est lié au distributeur de gaz naturel. Donc, pour moi, me semble, parce qu'il y a une distinction à faire dès le début en ce qui a trait aux composantes d'un projet d'extension. Parce que là, à la lecture, ça veut dire que le projet d'extension au complet, on va retenir sa juste valeur afin de déterminer, le tarif ultime que le consommateur va devoir assumer. Puis moi, il me semble qu'il y a une distinction à faire pour ne pas causer un préjudice au consommateur ultimement en fonction de cette nouvelle formule de détermination d'un tarif qui est vraiment lié à un aspect spécifique. C'est parce que vous le voyez comme un tarif spécifique pour les projets d'extension, mais c'est pas ça. C'est dans le tarif de distribution de gaz naturel général. Donc, à l'article 49, c'est comment la recette pour fixer le tarif de distribution de gaz naturel. Donc, quand vous regardez le paragraphe 1, on dit qu'on tient compte de la juste valeur des actifs qu'on estime prudemment et acquis utile pour exploiter le réseau de distribution de gaz naturel. Donc, dans le réseau de distribution de gaz naturel, il y a plusieurs actifs qui permettent la distribution du gaz naturel. Mais il y a certains actifs, à l'article 51, on identifie, on tag certains actifs de distribution en disant, pour ces actifs-là en particulier, bien, en plus de ce qu'on prévoit à 49, de la recette, bien là, il y a un traitement spécial pour les projets d'extension. C'est comme ça qu'il faut lire les deux articles ensemble. Oui, mais c'est seulement la partie de la canalisation qui va faire, donc, tel que vous m'avez expliqué, dont le consommateur va ultimement, probablement, payer un tarif plus élevé en raison de cet aspect-là, pas tout le projet d'extension, les coûts liés au projet d'extension en tant que tel. Moi, c'est là, me semble qu'il y a une distinction à faire parce qu'on est vraiment dans un cas très particulier, très spécifique, dans l'établissement des tarifs qui est lié au projet d'extension du réseau de distribution là, de gaz de sources renouvelables.
C'est quelque chose c'est de que- très, très spécifique dans le cadre de l'article 49. Donc, avec votre explication, c'est là où je vois que dans l'application de cet article-là, surtout la deuxième partie, il pourrait y avoir un préjudice aux consommateurs ultimement dans la façon que c'est rédigé, parce qu'on va tenir compte de la valeur complète, entière de l'actif ou des actifs des projets d'extension. Mais, en fin de compte, on devrait juste prendre en considération une partie de la valeur en ce qui a trait au tarif à être, si je peux dire, déterminé ou imposé aux consommateurs. Moi, c'est un peu ça, là. Bien, c'est ce que dit l'article. Si vous prenez je vais faire le chemin avec vous. Si vous prenez le premier alinéa de 51, les actifs, récapitulons, les actifs de distribution, en général, c'est 100% payé par le consommateur. Ça, c'est le tarif de distribution, 49. Okay. Là, ici, on a un traitement spécial pour certains actifs de distribution, à savoir ceux nécessaires pour les projets d'extension du réseau. Donc, à l'article, au premier alinéa de 51, on dit que la valeur des actifs dont on va tenir compte dans le tarif de distribution ne comprend pas si elle est afférente aux postes d'injection et aux installations et équipements utiles à l'injection. Dans ce qu'on dit ici, c'est que c'est pas le consommateur qui paye pour ça. C'est le producteur, c'est un autre article qui le dit. Donc, on exclut déjà des actifs, c'est clair que c'est pas le consommateur qui paye. Deuxième alinéa, on dit... Là, c'est les autres actifs, ceux qui restent finalement. Donc, on parle des canalisations, essentiellement. Bien, pour ces actifs-là, de quelle manière les coûts sont versés dans la base tarifaire de 49? Bien, c'est jusqu'à concurrence d'un montant ou d'un taux que la régie détermine. Donc, là, on comprend que c'est une partie qui est récupérée auprès des consommateurs. Donc, c'est ça le traitement spécial réservé à ces actifs spéciaux-là, si je peux dire, dans le cadre général de l'application de 49. OK, merci. Madame la députée, ça va? Non, ça va, merci. Monsieur le député de Jean Talon, vous avez demandé la parole. Je vous cède la parole. Très bien. Je vais tenter de résumer un peu parce que c'est intéressant. Ça, on est à l'article 29 du projet de loi 69 qui change ou insère 2 articles à la loi sur la régie de l'énergie. Puis ce sont 2 articles interreliés, les articles 50 et 51. Et pour que les gens qui nous regardent comprennent, on est en train de parler notamment de ce qui peut être considéré comme investissement en actifs par la Régie de l'énergie pour fixer les tarifs. C'est très important, ce dont on parle. Et on prévoit actuellement au Québec, c'est la ministre qui le dit, c'est le premier ministre qui le dit, qu'on va devoir faire des investissements en milliards de dollars. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut être inclus par la Régie comme investissement en actifs pour fixer les tarifs? C'est une question très importante. C'est de ça dont on parle actuellement. Et moi, je voudrais savoir de la ministre pourquoi on fait les changements proposés aux articles 50 et 51. Parce que les 2 vont dans la même direction, selon moi. C'est qu'actuellement, il y a déjà un article dans la loi sur la régie de l'énergie qui est, en fait, le paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 49, qui dit que la régie, lorsqu'elle fixe les tarifs, elle va considérer notamment la juste valeur des actifs qu'elle estime prudemment acquis et utiles pour l'exploitation du réseau de transport d'électricité ou d'un réseau de distribution de gaz. Ça, c'est le régime tel qu'il existe actuellement. Et ce que je comprends des articles 50 et 51, ils sont liés, c'est pour ça que je vais revenir à 50, c'est qu'on crée des présomptions en faveur du distributeur d'électricité et en faveur du distributeur de gaz. C'est-à-dire qu'on facilite la tâche à Hydro-Québec et à Énergir quand ils veulent établir la valeur des actifs qu'ils voudraient que la régie considère. Parce qu'à 50, ce qu'on va dire, c'est quand Hydro-Québec a acquis des actifs, à moins que quelqu'un fasse la preuve du contraire, on va considérer que c'est prudemment acquis et donc que ça peut être considéré pour le calcul. C'est ça qu'on fait à l'article 50. Par l'article 51, on vient de dire,
On avait déjà un article qui disait qu'on peut considérer les actifs prudemment acquis, mais là, on va venir donner un coup de main aux distributeurs de gaz. On va dire, bien, quand il s'agit de ces actifs-là, on va considérer qu'ils peuvent être inclus dans la demande de fixation de tarifs, parce que là, c'est des canalisations pour l'extension du réseau, notamment de gaz de sources renouvelables. Donc, on va pouvoir refiler ces coûts-là aux consommateurs. Pourquoi on procède de cette façon-là? Madame la ministre, vous avez la parole. Un moment, s'il vous plaît. Parfait, nous allons suspendre quelques instants. Nous avons donc repris nos travaux. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'aimerais revenir sur certains des éléments qu'on a discutés déjà en début de séance aujourd'hui, sur le pourquoi de ces articles-là. Alors, on veut faire en sorte que les gaz de sources renouvelables soient davantage accessibles. Et pour l'instant, il y a un frein qui est vécu là, par le développement de cette source-là, parce que les connexions, les frais associés aux extensions pour accéder au gaz de sources renouvelables sont assumés par les producteurs. Et on veut faire en sorte que ce ne soit pas que les producteurs qui assument ces coûts. Donc, en répartissant une partie des coûts et en passant le ratio entre ce que paiera le producteur versus ce que paieront les consommateurs, va faire l'objet d'un arbitrage par la régie. Donc, pour faire en sorte de favoriser le développement accru de cette source d'énergie, on répartit différemment les coûts de telle sorte que ce sera maintenant entre les consommateurs et les producteurs à un niveau qui sera défini par la régie. Donc, ultimement, c'est pour aider au développement, dans le contexte de la transition énergétique, du gaz de source renouvelable. Maintenant, j'inviterai Maître Marois peut-être à ajouter des éléments de complément. Très bien, merci. Maître Marois, vous avez la parole. Oui, donc peut-être des compléments sur la présomption de prudemment acquis et utile. Effectivement, bien, ça, c'est une nouveauté, là, ça n'existe pas dans la loi actuellement. C'est une pratique actuelle de la régie de présumer comme prudemment acquis et utile les actifs qui sont acquis et construits quand elle délivre une autorisation en vertu de l'article 73 de la loi sur la régie de l'énergie. Donc, il y a des cas qui sont déterminés par règlement de la régie où le transporteur ou le distributeur doit obtenir des autorisations en vertu de l'article 73 pour construire des actifs, par exemple. Donc, quand la régie donne cette autorisation-là, bien, les coûts sont présumés prudemment acquis et utiles, et donc la régie ne refait pas l'examen. Une fois qu'on est rendu dans la cause tarifaire, ça passe directement dans la base tarifaire. Quand on est en dessous de ce seuil-là, bien, l'examen se fait plutôt au niveau de la cause tarifaire pour les coûts. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient codifier dans la loi cette présomption-là. Puis d'autre part, c'est une présomption qui est pas irréfutable, c'est-à-dire que quiconque, les intervenants dans le cadre des causes tarifaires peuvent venir challenger les chiffres finalement. Puis la régie dispose de toute la latitude voulue pour demander des renseignements, puis pour que les intervenants aient accès à une information transparente sur les investissements. Donc ça, c'est une chose qui est possible. Puis enfin, il y a une reddition de compte annuelle aussi qui est faite par le transporteur puis les distributeurs. Puis, en ce qui concerne Hydro-Québec Distribution, la reddition de compte, étant donné qu'il n'y a pas d'autorisation en vertu de l'article 73 pour le distributeur, bien, la reddition de compte est accrue dans le projet de loi. On fait ça pour le distributeur d'électricité, Hydro-Québec. Très bien. Merci, Maître Marois. Monsieur le député, je vous laisse continuer, puis j'irai après à d'autres collègues. J'ai plusieurs demandes de droit de parole. Alors, monsieur le député Jean Talon. Actuellement, il n'y a pas de telle présomption dans la loi en faveur du distributeur d'électricité ou du distributeur de gaz. Donc, en l'occurrence, Hydro-Québec et Énergir. Traditionnellement, c'est le rôle de la régie que de contrôler et de valider les investissements réalisés par les distributeurs qui sont présentés à la régie en disant « vous allez tenir compte de ça pour fixer les tarifs ». Et c'est les distributeurs qui doivent démontrer que leurs investissements doivent être inclus aux fins de la tarification. Et là, on vient modifier cet équilibre-là. Allons-y très concrètement, là, sur le plancher des vaches.
Ça veut dire qu'actuellement, la loi, telle que vous en proposez la modification, Madame la ministre, ça veut dire que quand Hydro-Québec puis Énergir vont arriver devant la Régie va être obligée de tenir pour acquis au départ que ce qu'ils disent, les investissements que j'ai faits, centaines de millions, etc., c'est prudemment acquis, donc vous en tenez compte. Et là, ça va être, par exemple, un consommateur industriel de gaz de dire « il va falloir que je travaille fort pour renverser cette présomption-là ». Alors que tous les chiffres, toute l'information est dans les mains des distributeurs, on va imposer un fardeau supplémentaire. Puis là, je parle des consommateurs industriels. Imaginez maintenant M. Tremblay qui arrive puis qui va dire « ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça que vous incluiez autant d'actifs puis de centaines de millions de milliards pour fixer les tarifs », il va être pris pour faire une preuve contraire. Vous allez imposer un fardeau additionnel à un individu, une personne qui veut contester le calcul des actifs ou des investissements effectués. C'est un changement important de ce qui se passe devant la Régie au niveau législatif, parce que là, on parle de la loi. Donc, je repose la question, Madame la ministre, parce que je comprends que vous dites que la finalité, c'est qu'il y a des investissements à faire. Mais là, ce que vous faites, c'est que vous facilitez la vie au joueur qui a le plus d'informations, qui arrive avec le plus d'analyse. Vous lui facilitez la vie pour démontrer que ces investissements sont justifiés, que c'est des actifs prudemment acquis et utiles, et que donc la Régie doit en tenir compte. Donc, vous limitez la capacité d'évaluation de la Régie, puis vous compliquez la vie des citoyens, des consommateurs, qu'ils soient industriels ou individuels, qui veulent dire quelque chose de différent d'Hydro-Québec et d'Énergir. Pourquoi faire ça dans la loi? La ministre, quand vous serez prêt. Oui, je suis dans une suspension, s'il vous plaît. Nous allons donc suspendre quelques instants. Alors, nous reprenons donc nos travaux. Madame la ministre, vous aviez la parole. Je vous laisse la parole à nouveau. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, en réponse à la question du député de Jean Talon, alors, j'aimerais souligner d'une part que la présomption à l'effet que les biens ont été prudemment acquis ne veut pas dire que la Régie ferme les yeux là, sur ce qui a été fait. Il y a quand même une validation qui est requise par la Régie. Donc, il y a un suivi qui est fait. Mais la présomption de base est à l'effet que ça a été prudemment acquis. Maintenant, s'il y a des éléments qui laissent entendre que ça n'a pas été le cas, eh bien, c'est sûr que ça va être scruté. Et s'il y a des intervenants qui veulent questionner également des dépenses qui ont été réalisées, c'est possible de le faire. Donc, voilà, c'est simplement pour souligner que ce n'est pas que prudemment acquis veuille dire on ferme les yeux sur ce qui se passe, aucunement. Par rapport à la distribution d'électricité chez Hydro-Québec, on arrive avec la présomption que les actifs ont été prudemment acquis, mais on instaure, et c'est nouveau, une reddition de compte. Une reddition de compte sur de nombreux éléments. Il faut voir qu'on partait de quelque chose qui était très sommaire, à savoir qu'il devait y avoir tout simplement un suivi par la Régie des investissements et des programmes commerciaux. Point. Donc, c'était très général. La reddition continue par la distribution d'électricité. C'est ça. Donc, cette reddition maintenant nouvelle pour la distribution d'électricité portera dorénavant sur plusieurs éléments. Il devrait y avoir un suivi des investissements sur les objectifs du projet, la description du projet, la justification du projet en relation avec les objectifs visés, les coûts associés au projet présentés de manière ventilée, l'impact sur les tarifs, l'impact également sur la qualité de la prestation du service de distribution d'électricité. Donc, tout ça, ce sont des éléments nouveaux. Donc, certes, il y a présomption que ça a été dûment acquis, mais en même temps, la reddition de compte est vraiment très serrée et à l'exact opposé de ce qui prévalait jusqu'à maintenant. Très bien. Merci, Madame la ministre. D'autres interventions? Monsieur le député, je vous laisse continuer, mais je vous avertis, il y a des collègues aussi qui m'ont demandé la parole. Je procéderai par alternance bientôt. Allez-y, Monsieur le député de Jean Talon. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, mais on est quand même sur une thématique très importante. C'est pour ça que je fais ça. J'aimerais aller au bout de la question. Parce que je remercie la ministre pour les précisions, notamment quant à la reddition de compte, mais n'empêche qu'on est en train de parler des règles du jeu applicables lorsque la Régie établit les tarifs. Ça concerne toutes les entreprises, grandes ou petites. Ça concerne tous les Québécois. Et la question est de savoir dans quelle mesure les milliards prévus en investissement vont être considérés par la Régie comme étant des actifs
prudemment acquis et utiles qui justifient des hausses de tarifs. C'est de ça dont on parle. Et les règles du jeu actuel permettent à chacun de faire une preuve devant la régie au moment de fixer les tarifs. Je ne suis pas en train de dire qu'Hydro-Québec ou Énergir devrait avoir moins de droits qu'avant. Je suis en train de déplorer le fait qu'il va y avoir un déséquilibre qui va être créé face au fardeau de preuve devant la régie. Vous allez faciliter le travail d'Hydro-Québec et d'Énergir, qui détiennent toutes les informations, des grandes équipes pour analyser tout ça, et un consommateur individuel ou un consommateur PME ou industriel, grande industrie, va avoir plus de difficultés qu'avant à contester les prétentions d'Hydro-Québec ou d'Énergir quant au fait que la régie devrait considérer tel ou tel actif pour faire augmenter les tarifs. C'est ça le problème, c'est de créer un déséquilibre quand on est devant la régie. Et ce ne sont pas des dispositions qui sont utiles. Parce que de ne pas avoir l'article 50, de ne pas avoir le deuxième alinéa de l'article 51 que vous proposez, ça n'empêche nullement Hydro-Québec et Énergir de faire leurs preuves puis de dire « Voici, j'ai fait construire ça, c'était utile, c'était prudemment acquis ou utile, et régie, je vous demande d'en tenir compte dans la fixation de tarifs. » Et ça permet ensuite aux consommateurs, à d'autres intervenants, de venir contester cette prétention, mais à armes égales. Vous êtes en train de donner des armes additionnelles au joueur qui est le plus gros, qui a déjà les moyens les plus importants, qui a déjà toutes les analyses, qui a déjà toute l'information, qui a déjà géré tout le processus. Pourquoi donner des armes additionnelles au joueur le plus important devant la régie, alors que les règles actuelles fonctionnent bien? Je suggère à la ministre, donc à moins qu'elle me donne une réponse à cette question-là, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle facilite le travail d'Hydro-Québec et d'Énergir devant la régie au moment de cette décision extrêmement importante, de la plus haute importance de fixer les tarifs? Je veux savoir pourquoi elle fait ça. S'il n'y a pas de bonne réponse, je suggère à la ministre de faire très attention lorsqu'elle vient modifier des règles du jeu qui existent depuis longtemps et de considérer de ne pas insérer l'article 50, de ne pas insérer le deuxième paragraphe ou le deuxième alinéa de l'article 51 qui vient déséquilibrer et risquer d'avoir des impacts préjudiciables dans un écosystème qui existe déjà puis qui est déjà complexe. Alors, à ce stade-ci, la parole est à Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'aimerais en fait rappeler d'une part que ce qui est proposé dans le projet de loi, ça vient quelque part formaliser une façon de faire déjà établie. Actuellement, c'est lorsque les dossiers d'investissement sont approuvés par la Régie qu'il y a une révision détaillée de toutes les dépenses qui sont prévues. C'est là que l'examen très complet se fait. Et d'ailleurs, si lors de la réalisation du projet, il y a un écart de 15 qui s'avère, en fait, qui est un dépassement, voilà, de 15 par rapport à ce qui avait été préalablement approuvé, bien, automatiquement, Hydro-Québec doit revenir auprès de la Régie. Donc, il y a quand même des balises très serrées, solides, qui sont données à Hydro-Québec. Et voilà, donc c'est lors du dossier d'investissement que cette analyse-là très détaillée se fait. Et s'il y a dépassement de plus de 15 on passe à nouveau devant la Régie pour l'approbation. Et par ailleurs, on vient formaliser donc une façon de faire qui existe déjà, mais qu'on met dans le projet de loi. Puis ça, c'est pour les douaniers. Alors, vous voulez compléter? Madame la ministre, vouliez-vous compléter? Non, merci, c'est bon. Merci. Monsieur le député Jean Talon, je vous redonne la parole à nouveau. Donc, la ministre amène un point important. Donc, il est vrai que la Régie analyse au moment où l'investissement est effectué ou au moment où il y a des biens qui sont acquis. Mais là, on est à une autre étape. On est à l'étape de la fixation des tarifs. Et ce que votre projet de loi 69 propose, c'est de verrouiller à double tour la décision d'Hydro-Québec. Une fois qu'on arrive à cette deuxième étape-là, bien là, on va vous faciliter la vie. Parce qu'au moment de faire l'investissement, il y a une analyse de la Régie, soit, mais à partir du moment où maintenant il faut considérer l'investissement ou non aux fins de la fixation des tarifs,
C'est une autre étape. Et je ne vois pas pourquoi on diminuerait la capacité des consommateurs industriels, PME, individuels, domestiques, de faire une preuve contraire, de dire à Hydro-Québec, peut-être que vous l'avez acquis, puis c'était bien à cette étape-là, mais pour fixer les tarifs, non. Je réitère ma question. Pourquoi faciliter la vie d'Hydro-Québec et d'Énergir, les joueurs les plus gros, qui ont le plus d'informations, qui ont le plus de moyens pour faire leurs preuves? Pourquoi leur faciliter la vie à cette deuxième étape-là? Ça n'existe pas actuellement dans la loi et chacun est capable d'arriver de faire sa preuve de ce qui doit être considéré ou non aux fins de fixer les tarifs. Pourquoi venir faciliter la vie d'Hydro-Québec et d'Énergir à cette deuxième étape-là? Alors, à ce stade-ci, Madame la ministre, je vous cède la parole à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Bien, je reprendrai en fait l'expression du député Jean Talon, double tour. Le double tour, là, il est fait au moment de l'approbation du dossier d'investissement. C'est à ce moment-là qu'on fait l'analyse détaillée et que les preuves doivent être données que ce qui sera autorisé mérite de l'être. Alors, pourquoi le député Jean Talon voudrait refaire un autre examen sur exactement la même chose que ce qui a été préalablement autorisé, à moins qu'il y ait un écart? Bien, je ne vois pas la nécessité de refaire ce même exercice, si ce n'est que pour alourdir les démarches. Cet examen-là, judicieux et rigoureux, se fait lors du dossier d'investissement. Alors, une fois que c'est en réalisation et qu'on doit les inclure dans les tarifs, si ce qui est réalisé respecte ce qui avait été autorisé, à quoi bon le fait de tenir à nouveau une audience? À quoi bon le fait à nouveau de réévaluer chacune des composantes de ce projet-là? C'est déjà fait lors de l'examen préalable du dossier d'investissement. Merci. Très bien. Merci. Monsieur le député de Jean Talon. La réponse à la question de la ministre, c'est parce que ce n'est pas la même chose. Il y a une analyse, c'est pour faire l'investissement ou pas. L'autre analyse, c'est qu'est-ce qu'on doit considérer aux fins de la fixation des tarifs. C'est une autre analyse et je ne vois pas pourquoi on diminuerait la capacité de monsieur et madame tout le monde, des PME, des industries, d'avoir un avis différent de celui d'Hydro-Québec ou d'Énergir sur ce qui doit être considéré pour la fixation des tarifs. C'est différent. Et je redis encore, la question est pourquoi diminuer la capacité des gens de faire une preuve contraire? Parce que là, on vient avantager Hydro-Québec. Hydro-Québec n'a pas besoin d'être avantagé au moment où on est devant la régie pour fixer les tarifs. Ni Énergir, parce que c'est déjà ceux qui ont la position la plus avantageuse. Pourquoi on leur facilite la vie? Actuellement, ce n'est pas dans la loi, puis ça fonctionne bien. Pourquoi on leur facilite la vie? Alors, Madame la ministre. Et Monsieur le Président, comme je l'indiquais plus tôt en séance, l'ensemble des autorisations qui sont données sont transparentes, au fait, sont publiques, peuvent être consultées par la population, peuvent être consultées par les intervenants et peuvent être questionnées également et par la population et par les intervenants. Donc, cette question de ne pas donner la possibilité à la population de pouvoir avoir son mot à dire sur la nature de ces dépenses-là, eh bien, elle est là, cette autorisation. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir de ce côté-là. Ce que l'on analyse lors de la réalisation des projets, c'est la valeur des investissements qui ont déjà été préalablement autorisés. Donc, je comprends que ce n'est pas dans le même segment, mais ça constitue un continuum qui a été en amont autorisé. Merci. Très bien. Monsieur le député de Jean Talon. Bon, prenons un exemple. Hydro-Québec a fait des investissements de plusieurs milliards de dollars, arrive devant la régie, et elle dit, bon, j'ai fait ces investissements-là. Régie, tu vas les considérer pour augmenter les tarifs. Et là, notre M. Tremblay, dont on parlait tout à l'heure, arrive et dit, moi, je ne suis pas d'accord, puis il se présente devant la régie, ou l'association des consommateurs XY, l'association de PME, une association de consommateurs industriels. Qu'est-ce que vous leur répondez quand ils vont vous dire, quand la régie va dire, ah, excusez-moi, monsieur, madame, tout le monde, là, mais vous avez un travail pas mal plus difficile devant moi aujourd'hui parce que je dois tenir pour acquis, je dois présumer que ce que me dit Hydro-Québec aujourd'hui devant moi pour dire augmenter mes tarifs, c'est ça
qui est la vérité, fait que vous avez une pente à remonter. C'est ça, une présomption. La loi dit maintenant que quand Hydro-Québec arrive, il faut tenir pour acquis que ce qu'ils disent, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez répondre à M. Tremblay? Dire, bien, moi, j'ai décidé que j'allais faciliter la vie d'Hydro-Québec aujourd'hui sur cette question-là essentielle des tarifs, puis vous, je vous ai rendu la vie plus difficile. Vous allez leur dire, ah, mais c'est parce que ça a déjà été fait dans un processus. Mais oui, mais M. Tremblay va dire, mais moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais là, on vient parler de mes tarifs d'électricité. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que c'est une bonne chose? On n'a pas mis des... Ça ne jouera pas à armes égales ici. C'est Hydro-Québec puis Énergie qui arrivent avec plus d'armes puis plus de facilité. Qu'est-ce qu'on répond à M. Tremblay? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne dit pas chacun va présenter sa preuve puis la régie décidera en son âme et conscience? Point à la ligne. Alors, Madame la ministre. Oui, alors, juste pour préciser, le projet Hydro-Québec ne pourrait pas arriver devant la régie avec un projet réalisé s'il n'a pas été préalablement autorisé. Et lors de l'approbation préalable, eh bien, M. Tremblay, il peut intervenir. Donc, il n'y a pas comme ça de dépenses surprises qui peuvent faire en sorte de générer des dépenses qui n'auront pas été préalablement autorisées. Donc, quand je dis que c'est en amont que cet exercice-là est fait, eh bien, c'est dans le dossier d'investissement que l'on approuve les différentes dépenses. Et par ailleurs, tout au long du processus, les intervenants peuvent questionner ce qui a été réalisé. Et à nouveau, ce n'est pas parce que qu'il y a la présomption que l'actif a été prudemment acquis qu'on ferme les yeux. Pas du tout. Il y a une analyse rigoureuse qui est faite sur les différentes dépenses. Merci. Merci, Madame la ministre. Bien qu'il s'agisse de questions très importantes, y compris à la première étape, quand on autorise les investissements, j'espère que la ministre convient que pour 99,99% des gens, ce sont des processus qui sont difficiles à suivre, qui sont moins connus, qui sont complexes, et que c'est souvent la deuxième étape, quand on vient parler des tarifs, que les gens interviennent. Est-ce que ce gouvernement est en faveur de plus de transparence et de plus de capacité pour les citoyens qui n'ont pas les mêmes moyens qu'Hydro-Québec, qui n'ont pas les mêmes moyens qu'Énergir, qui, eux, c'est leur job de suivre toutes ces auditions-là, puis d'arriver au bon moment? Est-ce que ce gouvernement est en faveur de leur donner plus d'opportunités de faire valoir leur point de vue à armes égales avec un joueur qui est éminemment plus puissant et riche qu'eux, ou non? C'est ça la question, parce que là, vous restreignez. C'est ça que ça fait. Ces articles-là, ils viennent restreindre la possibilité pour les gens de jouer à armes égales avec les deux joueurs les plus importants du secteur au Québec, où ils ont un monopole. Dans le cas d'Hydro-Québec. Pourquoi faire ça? Moi, ce que je vous suggère, c'est de revenir à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire tout le monde a la même possibilité de présenter sa preuve, y compris Hydro-Québec et Énergir. On n'est pas en train de leur dire « vous ne pourrez plus le faire ». On est en train de dire qu'il n'y aura pas de présomption. Il n'y a pas quelqu'un qui va partir là, puis l'autre va partir ici. Puis ça, c'est justement le joueur généralement le plus vulnérable. Pourquoi faire ça? Est-ce que ce gouvernement-là est en faveur de donner plus d'opportunités aux Québécoises et aux Québécois de faire valoir leur point de vue? Oui ou non? Alors, Madame la ministre, je vous laisse la parole. J'aimerais rappeler, Monsieur le Président, que le rôle de la Régie, à la base, c'est de protéger les consommateurs. Donc, je ne sais pas si le député de Jean Talon part de la prémisse que ce rôle n'est pas assumé adéquatement par la Régie, mais ce n'est pas notre cas. La Régie s'assure de respecter l'objectif de protection des consommateurs. Il y a des intervenants qui peuvent intervenir, si tel est leur souhait. Il y a beaucoup d'associations également qui représentent des consommateurs qui peuvent intervenir. Et d'ailleurs, leurs frais sont remboursés. Donc, ça, c'est un soutien quand même qui est important. Et voilà, c'est fait en transparence et avec la possibilité de questionner ce qui a été réalisé. Merci. Très bien. Monsieur le député. Il faut faire attention. Là. La ministre dit est-ce que le député remet en question le rôle de la Régie? C'est l'inverse. Je suis en train de travailler fort actuellement pour défendre l'indépendance et la capacité de la Régie de rendre des décisions. Puis là, actuellement, pour que les gens comprennent, c'est que la Régie, elle a ça de possibilité de prendre une décision. Chacun présente sa preuve sur ce dont on va tenir compte comme acquisition d'actifs pour fixer les tarifs. C'est ça, sa marge de manœuvre actuellement. Vous êtes en train de lui dire maintenant, ça va être ça ta marge de manœuvre. Parce que quand Hydro-Québec
puis la Énergir vont t'avoir dit quelque chose, tu vas être obligé de tenir pour acquis au départ que c'est ça. Puis c'est d'autres qui vont devoir remonter une pente plus difficile pour redonner à la régie sa marge. C'est ça que ça fait, là, vos articles 50 et 51. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Hydro-Québec et Énergir n'ont pas besoin de ça. Les citoyens du Québec, les PME, les industries, eux, ils ont besoin d'arriver devant la régie puis de savoir qu'ils n'ont pas déjà une partie du travail qui est fait parce que la région leur a dit « Ah, c'est ça que vous pouvez regarder. » Oui. Madame la ministre? Monsieur le Président, j'ai lu tout à l'heure les nouveaux éléments pour lesquels il devra y avoir une reddition de compte auprès de la Régie. Donc, on vient faire ça avec le mandat de la Régie en lien avec certaines dépenses et, par conséquent, on élargit la portée de l'action de la Régie. Une Régie qui est là pour protéger les consommateurs et qui remplit bien son rôle. Alors, moi, ça me rassure que ce rôle-là soit central dans la mission de la Régie et on vient par ailleurs donner des nouveaux outils avec la reddition de compte accrue qui sera à opérer pour la distribution. Merci. Très bien. Merci. La reddition de compte, c'est après. C'est lorsque la régie prend sa décision que c'est important. Et là, ce que vous augmentez, c'est les risques que les coûts additionnels liés à des investissements qui pourraient ne pas être justifiés aux fins de la fixation de la tarification soient transférés directement aux consommateurs. Je suggère à la ministre de maintenir les règles actuelles qui obligent les distributeurs à faire leurs preuves et à démontrer que les investissements doivent être considérés pour la fixation des tarifs à la deuxième étape. Je suggère à la ministre de ne pas déséquilibrer cet équilibre fragile entre les différentes parties, entre les différents intervenants devant la régie. Je lui suggère de ne pas inverser le fardeau de preuve pour favoriser Hydro-Québec et Énergir à l'encontre des consommateurs, industriels, PME et individus. Je lui suggère d'abandonner la présomption de l'article 50 et la présomption du deuxième alinéa de l'article 51. Alors, Madame la ministre, vous avez la parole. Alors, juste pour conclure, en fait, la reddition de compte, elle s'effectue au moment de fixer les tarifs. Donc, ce n'est pas au moment où il est trop tard, c'est au moment de fixer les tarifs. Alors, voilà, c'est un élément important. Merci. Très bien. D'autres interventions? Oui, Monsieur le député de Maurice-Richard. Merci, Monsieur le Président. Il nous reste combien de temps à cette séance? Pas beaucoup. Hein? Non, il reste à peu près 1 minute et demie. Bon, j'ai un amendement à déposer. Nous l'avons reçu, effectivement. Que je dépose. Nous l'avons. On peut même l'afficher dans le temps qu'il nous reste. Je ne crois pas que nous aurons le temps de le lire, d'en faire la lecture. Ben, pour moi, c'était important que tout le monde se prépare pour qu'on va revenir demain. Prenons le temps. On va le mettre. Mais il n'y a pas de problème si vous voulez qu'on arrête et qu'on reprenne. Non, il nous reste encore 50 secondes. Là. On va faire ça. Alors, peut-être le lire, on l'expliquera là, dans notre prochaine séance. Parfait. Ça va ouvrir, ça s'en vient. Le suspense est à son comble. Je sens mes collègues qui ont hâte. Alors, nous y voilà. Allez-y pour la lecture. Donc, l'article 50 de la loi sur la régie de l'énergie, chapitre R-6.01, tel qu'introduit par l'article 29 du projet de loi, est modifié par l'ajout du premier alinéa, après les mots « des actifs », des mots « d'une valeur maximale de 65 millions pour le distributeur d'électricité et de 4 millions pour le distributeur de gaz naturel. » Très bien. Alors, je vous remercie pour votre collaboration, mais compte tenu de l'heure, la Commission ajourne ses travaux sine die.